Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Ici Marc Durand, bienvenue à Jouer comme une fille ou encore la place à prendre pour les femmes dans le monde du sport. C'est l'épisode 23 aujourd'hui en compagnie de Caroline Ouellette, pendant 20 ans membre de l'équipe canadienne de hockey, le temps de participer à 12 championnats du monde, 6 victoires, mais aussi, surtout, 4 victoires, 4 médailles d'or aux Jeux olympiques. Plus de 400 buts plus tard, elle est toujours associée au hockey, mariée à Julie Chu, une Américaine qui était aussi capitaine comme elle, ensemble depuis 2005, une adversaire devenue partenaire à bien des aspects. En plus d'être entraîneur associé des Stingers de Concordia, elles sont toutes les deux mamans, ce qui implique beaucoup de gestion. Ça ne leur a pas empêché de remporter le titre canadien au dernier championnat universitaire. Pour bien des femmes et surtout trop d'organisation, c'est impossible de concilier maternité et travail d'entraîneur. Elles ont réussi. C'est quoi leur truc? Les réponses maintenant. Guylaine, Caroline Ouellette est avec nous. Oui. C'est quelque chose de t'avoir avec nous. On est vraiment contents. Quel parcours, athlète, entraîneur, entrepreneur aussi. Hein? Mm-hmm. Et puis, maman de 2 belles filles. Oui. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Écoute, c'est un sujet qui te passionne. Hein? Mm-hmm. Tu voulais qu'on aborde ça depuis longtemps. Oui. Parce que c'est... Mm-hmm. En fait, c'est un enjeu. On le sait. On le sait. Je pense que tout le monde peut s'en douter, mais... toute la recherche qui est faite avec les entraîneurs féminins, on essaie de comprendre comment ça se fait qu'il y en a si peu, parce que je rappelle encore qu'au Québec, on a seulement 19 % de femmes entraîneurs. Depuis le temps qu'on a commencé le balado, on n'est pas rendu à 20 on est toujours à 19 Peut-être qu'on est à 20 Je vais checker ça en fin de semaine, je vais compter. En tout cas, il y en a 2 à Concordia. Il y en a 2 à Concordia, ce qui est merveilleux. Ça nous bat à Laval. Laval, on a juste une entraîneur-chef de toutes les équipes. Mais bon, mais bref, dans mon alma mater, mais c'est ça. Donc, dans les raisons qui expliquent le fait que plusieurs femmes vont abandonner le coaching, c'est justement quand le temps de la maternité, l'appel se fait sentir, on décide d'avoir un enfant. Et c'est comme si tout à coup, on a 2 options. C'est ou bien je continue à coacher, ou bien j'ai un enfant. Mais les 2 ensemble, ça ne fonctionne pas parce que le système qui est en place, en fait, n'est pas très soutenant. Là, on a la chance, moi, je suis vraiment excitée. C'est vrai-tu, je suis excitée d'avoir Caroline? C'est ça. Alors, c'est ça, je suis une fan. Mais on a la chance, donc, de pouvoir t'avoir par rapport à ton parcours d'athlète, évidemment, où, à un moment donné, est arrivé à quelque part le désir d'avoir un enfant. Fait que là, j'avais le goût de t'entendre un peu, puis on va éventuellement se rendre jusque dans qu'est-ce que les organisations pourraient faire puis doivent faire, parce que je pense pas que demain matin, les gars vont commencer à coucher. La science n'est pas prévu encore, ça. On ne sait pas tout ce qui se passe en science, mais actuellement, c'est les femmes qui accouchent. Alors, bref, fait que c'est ça. Fait que j'avais le goût, pour commencer, briser la glace un peu, que tu nous parles, oui, on connaît ton parcours d'athlète, mais le moment où est arrivée la petite cloche de dire, là, il y a une vie de famille qui s'annonce. Oui, absolument. Puis c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je pense j'ai toujours voulu des enfants. Par contre, c'était quelque chose qui me faisait très peur. J'avais même jamais changé de couche. J'étais jamais confortable avec les enfants des autres. Mon plus grand défi dans le coaching, ça a toujours été les plus petites, de mettre à leur âge, de rendre ça super amusant, de rendre ça plus le fun que de vraiment coacher du hockey. Fait que je connaissais mes forces et aussi mes faiblesses. Donc, c'est sûr qu'il y avait une crainte de ce côté-là. Je pense que la première étape, c'est vraiment de trouver la personne avec qui tu veux le faire, puis d'avoir ce niveau de confiance que tout va bien aller, on va apprendre en cours de route. Donc, vers la fin de ma carrière, je savais qu'il n'y avait plus l'équipe nationale. D'ailleurs, je jouais seulement avec les Canadiennes de Montréal. Déjà, ça avait été une transition très difficile parce que j'ai tellement adoré mon sport que j'aurais voulu jouer toute ma vie. Pour moi, il n'y avait jamais trop de matchs, trop de pratiques, trop d'entraînement. J'ai adoré chacune des journées de mes 16 ans dans l'équipe nationale. Mais là, rendu à 35-36, il était vraiment le temps de commencer à y penser. Donc, j'ai commencé le processus en premier avec Julie, bien sûr, parce que j'étais 3 ans plus âgée d'elle. Tout avait bien été. Puis pour nous, on a été hyper chanceuses dans le sens que ça a vraiment fonctionné la première fois. Wow. Donc, je suis tombée enceinte. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais enceinte
2-3 semaines avant la finale de la Coupe Clarkson en 2017 avec les Canadiens de Montréal. Donc, tout de suite, j'ai dit à Julie, il faut gagner pour pouvoir dire qu'on a gagné avec trop de joueurs sur la glace. À l'époque, je savais pas que c'était une fille, fait que trop de joueurs sur la glace. D'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'on l'a annoncé après qu'on était enceinte. On a repris la photo de la Coupe Clarkson. On a remporté la Coupe Clarkson avec trop de joueurs sur la glace. C'est bon. Puis honnêtement, l'arrivée de ma fille Liv m'a vraiment aidée à oublier ma carrière de joueuse, en être hyper fière, mais vraiment me reconcentrer sur quelque chose, puis aussi réaliser que mes priorités avaient changé. Tu sais, j'ai recommencé à jouer après, à m'entraîner. J'ai fini la saison avec les Canadiennes de Montréal quelques mois après avoir accouché de ma fille Liv. Puis j'ai réalisé que je voulais pas être sur la route, je voulais pas être loin d'elle, je voulais être à la maison. Donc pour moi, ça a été « OK, c'est assez, là, c'est le temps d'être une maman », puis de poursuivre ta deuxième meilleure passion qui est de coacher. J'ai toujours dit, moi, j'ai fait mes études en technique policière, je suis allée à Nicolette, je suis restée à l'université dans ce domaine-là, j'étais convaincue que je voulais devenir policière. Finalement, j'ai été exposée au coaching en jouant dans la NCAA. D'ailleurs, mon entraîneur, là, Shannon Miller, qui a été une mentor extraordinaire, m'a invitée à revenir au Minnesota du Lutte pour devenir entraîneur adjoint avec elle après mes jeux, mes deuxièmes jeux de Turin. D'ailleurs, je suis restée là 2 ans comme entraîneur adjoint dans la NCAA. J'ai remporté un autre championnat NCAA comme entraîneur. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'aimais vraiment cet emploi-là, que pour moi, le fait d'enseigner un jeu à des athlètes qui sont passionnés, qui ont des objectifs, qui ont des grands rêves, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, j'ai vraiment voulu poursuivre cette voie-là. Pour revenir à ta question, je pense que la première chose pour moi, c'est de réaliser que d'être entraîneur, c'est un des métiers les plus difficiles. Puis ce que je veux dire par là, c'est que en saison, c'est 50-60 heures. C'est ça. Puis qu'on gère des êtres humains qui sont un peu comme des VP, qui ont des gros égos, qui veulent des résultats, qui veulent des rôles importants, qui pensent qu'ils méritent mieux, qui vivent des situations difficiles, qui manquent de confiance en elles. Donc, tu as les deux extrêmes. Puis, on gère souvent des situations, on gère des êtres humains. Tu sais, quand tu joues, quand tu es athlète, tu réalises pas tout ce que tes entraîneurs font. Tu sais, quand je jouais, je pensais que mes entraîneurs, ils prenaient des siestes l'après-midi. C'est pas ça du tout, là. Tu es toujours en train de gérer des situations à des périodes tellement importantes de la vie de jeunes athlètes. Quand ils sont à l'université, ils vivent toutes sortes de choses, des divorces des parents, des problèmes alimentaires, des problèmes scolaires, des problèmes de relations. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'encadrer nos athlètes. Donc, à la fois, c'est valorisant, à la fois, c'est déchirant, mais de faire tout ça en même temps que d'avoir une famille, c'est très, très demandant, c'est certain. Puis c'est surtout que peu importe qui t'es comme entraîneur, tu ne seras jamais à 100% populaire. Donc, il va toujours avoir quelques-uns ou quelques-unes de tes athlètes qui pensent qu'il y a quelqu'un de meilleur, qui pensent qu'il y a quelque chose de mieux, qui pensent que tu n'es pas assez bon ou assez bonne pour ton métier. Puis quand ces voix-là viennent à devenir plus fortes que le reste, qui souvent choisit de rester silencieux, c'est là que les entraîneurs souvent perdent leur emploi. Donc, tu sais, je dis souvent, quand Julie a repris Concordia et est devenue entraîneur-chef, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas remporté un match de série, mais elle a apporté des changements à la culture, puis ça fait qu'elle n'était pas très populaire au début, avec des demandes, des attentes plus élevées chez nos athlètes de réussite sur glace, dans le gymnase, en entraînement, niveau scolaire. Donc, c'est tout ça à gérer qui est difficile. Puis pour nous, pourquoi ça fonctionne, c'est qu'à l'Université Concordia, notre directeur athlétique, il a été d'un support extraordinaire. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on peut amener nos filles avec nous au travail. Elles peuvent être autour de l'équipe. Puis pour nous, c'est important aussi que nos athlètes voient que c'est jamais parfait, là. Des fois, il y a quelque chose qui arrive, on va être 5 minutes en retard. Des fois, ils ont une crise dans le milieu de quelque chose, tu sais. Puis c'est important pour elles de réaliser que c'est possible d'avoir une carrière puis d'avoir des enfants en même temps, puis c'est possible pour les deux de cohabiter. Mais c'est sûr que c'est des défis extrêmes. Mais tu sais, on a un support autour de nous qui est merveilleux. Pendant les matchs, le week-end, souvent, c'est des anciennes de l'Université Concordia qui gardent nos filles quand c'est le jour. Donc, tout ce support-là autour, toute cette sensation qu'on nous supporte comme entraîneur,
qu'on supporte nos athlètes avec des ressources qui sont équitables, qui sont comparables à celles de notre équipe masculine, qu'on veut qu'on ait du succès, qu'on veut à Concordia qu'on crée des événements ou des expériences extraordinaires pour nos athlètes, puis qu'on encourage le milieu familial, que nos filles soient là, puis que ça soit jamais un fardeau pour personne. Bien, ça nous permet de vivre notre passion dans le coaching, puis aussi de vivre ce qu'on adore être, qui est des mamans, puis de permettre à nos athlètes de voir que c'est possible pour les deux de cohabiter. En fait, en à peine 10 minutes, tu as résumé 15 ans de recherche. C'est tout le temps qu'on avait, merci. Notre dernière question. Ouais, je parle beaucoup. Non, mais c'est super intéressant. Non, puis en fait, tu as résumé vraiment, je te dirais, 15 ans de recherche. Vraiment. J'avais besoin juste d'une Caroline Ouellette pour régler tout ce que j'ai besoin de savoir en recherche. Mais effectivement, tu as abordé vraiment plusieurs des enjeux que les coachs féminins auxquels elles ont à faire face. Ouais. Mais par rapport à la maternité, je pense que tu as tu as vraiment mis le doigt sur un élément hyper important quand tu as parlé de modèle. Parce que je me rappelle, écoute, quand j'ai commencé à faire de la recherche, bon, ça fait déjà plus de 20 ans, mais dans mes premiers projets de recherche, je voulais comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une athlète qui finit sa carrière décide de devenir entraîneur. Ou, au contraire, elle décide qu'elle ne veut pas devenir entraîneur. Puis, tu vois, dans les raisons, c'est qu'il y en a qui disaient, bien là, moi, j'ai vu mon coach aller. J'ai vu, puis là, c'était vraiment celle qui avait des femmes entraîneurs là, dans les projets. Puis, il disait, il n'est pas question que j'aille cette vie-là. Là. Je veux dire, elle n'a pas de vie. C'est pas compliqué, elle n'a pas de vie. Tu sais, pas d'enfant, pas de chum, pas rien. Elle dit, c'est rien. Fait qu'elle dit, moi, non, je m'en vais pas là, c'est certain. Puis, un des éléments qui ressortait, c'est que toutes les athlètes me disaient, mais on n'a pas de modèle de coach féminin qui ont des enfants, puis que ça va bien, que ça se peut, puis qu'on réussit à gérer les deux éléments. Et puis c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant quand tu dis, bien oui, nos filles nous suivent, puis que les athlètes aussi, pas juste de dire, bien, regardons, mon coach est humaine, elle a d'autres choses. Tu sais, oui, on est là, on est une priorité, mais il y a aussi d'autres priorités, mais d'avoir ces modèles-là, parce que tant qu'on ne l'a pas, tu sais, le fameux « you can't be what you can't see », là, bien, ça existe aussi pour la maternité puis les coachs féminins. Fait que ça, je trouve ça super génial. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parler avec vos athlètes, justement, parce que pour elles, ça devait être la première fois de leur vie là, que leur coach amenait les enfants. Est-ce que vous avez eu des retours des athlètes? Bien, absolument. Puis je pense que c'est de ne pas avoir peur d'être vulnérable, puis de le dire, écoutez à nos athlètes, écoutez les Stingers, aujourd'hui, on a eu une crise, elle ne voulait pas s'habiller, bien, c'est pour ça qu'on est 2 minutes en retard, puis on arrive tout échevelé parce qu'on a couru au CPE pour déposer nos filles, puis on est arrivé à l'aréna. Tu sais, je pense que c'est de vivre dans cette flexibilité-là que c'est pas toujours parfait. Puis des fois, il y a un petit nez qui coule, fait qu'il y a une des coachs qui doit rester à la maison avec les enfants si on trouve pas personne. Fait que, tu sais, c'est tout d'essayer de concilier tout ça en même temps, puis de comprendre que on adore ce qu'on fait, on veut donner le meilleur de nous-mêmes à nos athlètes, mais on vit avec d'autres facteurs qui font que des fois, ça n'arrivera pas exactement comme on avait prévu. Puis, tu sais, moi, je le pense vraiment, un facteur majeur qui va aider les jeunes femmes à entrer dans le coaching puis à y rester, c'est de les inciter à commencer quand elles jouent encore. Puis je suis un exemple parfait de ça. J'étais encore dans l'équipe canadienne. Mel Davidson, qui a été mon entraîneur pendant des années, qui est une femme extraordinaire, elle m'a invitée à devenir entraîneur adjoint avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Ça a été ma première expérience sur la scène internationale comme entraîneur. Puis c'est là que j'ai vu, pour la première fois, comment fort le staff travaillait. Okay. Puis ça m'a aidé à devenir une meilleure athlète, une meilleure coéquipière dans mon équipe, comme athlète dans l'équipe senior, en réalisant, hey, les filles, vous ne savez pas tout ce qu'ils font, notre staff, puis qu'il faut dire merci, puis il faut les aider, puis il faut sentir qu'ils veulent la même chose que nous, ils veulent notre bien, puis ils travaillent des heures sans arrêt, ils se couchent à 2 heures du matin, ils se lèvent à 7 pour que nous, on ait la meilleure performance possible, puis nous, on prend des siestes, puis nous, on a des massages, puis nous, on est gâtés aux petits oignons, mais c'est eux autres qui travaillent, puis, tu sais, je l'ai toujours dit à Mel, rendre des athlètes comme entraîneurs, même celles que des fois, ils résistent ou sont plus difficiles à coacher, il faut qu'ils voient tout ce qui est fait en arrière de
tu sais, en arrière de la scène par le staff. Puis tu sais, par exemple, une chose qu'on a fait à l'Université Concordia, c'est que Hockey Canada a lancé le programme pour les entraîneurs féminins pour recevoir leur certification Coach 1, Coach 2. On a vraiment invité nos athlètes à le suivre. Peut-être que vous ne voulez pas coacher maintenant, mais peut-être ça va venir un jour. Peut-être ça va être vos enfants, vos filles, vos garçons, vos nièces, vos neveux. Donc, d'être déjà certifié, vous allez pouvoir aider avec l'école de hockey qu'on a à Concordia. Vous allez pouvoir avoir ce diplôme-là qui est quand même important, qui est intéressant à mettre sur un CV. Ça, Caroline, là, excuse-moi, mais c'est vraiment comme un win-win situation. Oui, absolument. Et ce que ça explique, ça coule de source, c'est normal, puis c'est parfait. Guylaine, est-ce qu'on voit ça dans les différents sports? En fait, ça devrait se faire partout, ça commence. Il y a eu un programme il y a quelques années avec l'Association canadienne des entraîneurs qui s'appelait We Are Coaches. Puis j'ai fait de la recherche là-dessus. Puis en fait, au départ, c'était pour dire... On va amener les mères de famille, ils sont tout le temps sur les sidelines, ils sont tout le temps là avec leurs enfants. Fait que pourquoi ne pas les inviter à devenir coach avec les plus jeunes? De toute façon, elles sont là. Puis rapidement, ce programme-là s'est élargi avec des athlètes universitaires. Parce que c'est le pôle. Puis entre autres, hockey a embarqué là-dedans, en disant, fait que là, on choisissait des événements, mettons un championnat national, fait qu'il y a plein d'athlètes qui y vont, d'équipes, puis qui ne jouent pas nécessairement, là, pas celles qui jouent, mais puis on donnait des formations de Hockey Canada, du PNCE, là, du Programme national de certification des entraîneurs. Même optique en disant, on ne le sait pas. Fait que ça, c'était une stratégie. Puis l'autre, c'est qu'il y a des... moi, j'ai eu Linda Marquis comme entraîneur à l'Université Laval en basket. Elle a coaché pendant 30 ans. Et c'était systématique. Linda était très sensible à spotter les athlètes qui avaient le potentiel de devenir entraîneurs. Absolument. Tu sais, qui avaient à dire, ils ont la graine de coach, là. On dit souvent cette expression. Puis elle a toujours eu... Quand tu arrivais avec l'Université Laval, il y avait toujours 4 femmes de staff. 4 femmes entraîneurs. Donc, Linda, son assistante, payée temps plein, puis il y avait toujours des stagiaires, d'autres... Puis il y avait des rôles. Il n'était pas juste là, assis pour écouter. Là. Il y avait vraiment des rôles bien définis. Puis, à un moment donné, je m'étais amusée à faire la liste de filles du Rouge et Or qui sont devenues entraîneurs. C'est astronomique. C'est astronomique. Fait que tu as tout à fait raison. Puis, mais tu vois, Linda, c'était un des modèles que les filles disaient, je ne veux pas faire ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'a pas de vie. Ils disent ça des hommes aussi. Des entraîneurs qui ont aussi le même réflexe quand on les voit. Là, ils ne voient pas leurs familles, ils ne voient pas leurs femmes, ils ont divorcé, ils sont séparés. C'est pas évident. Mais toi, Caroline, si tu n'avais pas eu cette expérience-là avec Mélodie, peut-être que tu n'aurais jamais été entraîneur. Peut-être c'est Julie qui t'aurait incité à le faire parce qu'elle est devenue aussi. Écoute, ça aurait peut-être fait partie de ma vie, mais peut-être pas aussi dans un engagement complet parce que moi, j'étais engagée à la police de Montréal. J'avais même une date pour prendre mes uniformes. Puis, tu sais, j'étais convaincue que c'est la carrière que je voulais faire. Là, Daniel Sauvageau t'a dit, ben non, je sais de quoi je parle. Oui, c'est ça, reste dans le hockey. C'est souvent ce que mes amis policiers et policières me disent. Mais, tu sais, c'est ça, c'est exactement comme tu disais, Guylaine, d'être des modèles pour nos athlètes, de leur montrer que c'est possible de concilier les autres. Tu sais, on a 18 athlètes qui ont fait le programme We Are Coaches, 7 anciennes. Puis, tu sais, on le voit, il y en a plusieurs qui ont commencé à coacher. Puis, c'est aussi d'être capable de devenir des mentors pour ces jeunes entraîneurs-là, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on va lâcher le coaching, parce qu'on va certainement, à un moment ou un autre, frapper beaucoup d'adversité, des athlètes qui ne sont pas contentes, des leaders en haut de nous qui ne sont pas contentes, qui pensent qu'on pourrait faire mieux. C'est de mieux encadrer, de mieux entourer nos jeunes entraîneurs pour qu'elles s'épanouissent puis qu'elles apprennent à travers ça, tu sais. Souvent, on est placé dans des situations où on doit prendre des décisions on peut prendre une décision que ça va bien aller, puis on peut prendre une décision que complètement le contraire va arriver. Souvent, on va être jugé sur ces décisions-là qui pourraient aller d'un côté puis de l'autre. Donc, je pense qu'on peut vraiment mieux faire comme université, comme école, pour mieux entourer nos entraîneurs, pour mieux les supporter, pour mieux les encadrer. Surtout les jeunes qui commencent, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'aide puis qui ont besoin de mentors. C'est quoi les grands défis? Moi, c'est ça que j'ai en tête, là, parce que tu l'as vécu, tu le vois, tu as des femmes qui deviennent entraîneurs, mais c'est quoi les grands défis pour améliorer le 19 %? Là, puis, selon toi, là, qu'est-ce qui devrait être fait? Bien, pour moi, c'est définitivement que ça prend plus de ressources pour les entraîneurs à tous les niveaux. Tu sais, par exemple, pendant des années, il y a eu une personne à temps plein à l'Université Concordia pour le programme de hockey. Quand on compare dans l'ANSI, tu as 3 entraîneurs qui font ça à temps plein du côté féminin. Donc, déjà, pour nous, de monter à 2
entraîneurs à temps plein, ça nous aide énormément. Exactement. Okay, puis on a réussi à rapatrier des joueuses d'équipe canadiennes qui s'entraînent encore, qui jouent encore, qui nous aident à temps partiel. Par exemple, on avait Emran Smashmeyer, Émilie Clark, Lauriane Rougeau, qui est d'ailleurs restée avec nous à temps partiel à Concordia, qui nous a aidés vers le dernier championnat national qu'on a remporté. Bravo. C'est juste d'amener des cerveaux de hockey de ce niveau-là. C'est incroyable. C'est incroyable pour nos athlètes, mais aussi pour nous. C'est stimulant, c'est challengeant. C'est pour ça que j'adore, quand j'ai l'occasion d'aller coacher avec l'équipe canadienne, c'est que tu es entouré des meilleurs entraîneurs au Canada, certains qui sont coachs aux États-Unis, puis on partage les meilleures pratiques. Mais tu sais, le coaching, il y a une petite partie qui est vraiment le X and O. Le reste, c'est vraiment de gérer des humains, d'établir des relations interpersonnelles, de faire comprendre à nos étudiantes athlètes que on doit avancer ensemble à travers toute l'adversité, on doit accepter des rôles qui sont parfois difficiles, puis que peu importe le rôle qui nous est confié, chacun d'entre eux ont de la valeur. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que souvent les athlètes vont rattacher leur propre valeur personnelle vers le rôle qui leur est confié comme joueuse de hockey, tandis que on peut tout apporter à une équipe, peu importe le nombre de minutes qu'on joue. Mais c'est le plus grand défi comme entraîneur, et un moment ou une période où tous tes athlètes vont dans la même direction, puis acceptent, puis sont fiers de leur rôle. Écoute, je vais revenir un petit peu sur la maternité. Oui, c'était une question que j'avais aussi, alors je t'écoute. OK, tu m'écoutes. C'est s'il le faut. Parce que un des objectifs qu'on vise avec le balado, c'est d'inspirer aussi les organisations sur des stratégies, parce que des fois, il y en a qui veulent bien faire puis qui disent, bien là, je ne sais pas trop par quel bout prendre ça. Puis je pense que dans votre situation, certainement un des éléments qui a facilité, c'est justement le fait d'être deux et de pouvoir... tu pars pour ton congé de maternité, mais ton équipe, elle ne reste pas dans le néant, puis les athlètes aussi, parce que j'imagine qu'il y a cette insécurité-là aussi de la part des athlètes. Si tu sais que ton entraîneur-chef s'en va pas de Julie, là. C'est ça. Fait que, donc, dans cette dynamique-là, est-ce que pour les milliers de personnes qui nous écoutent en ce moment. Non, mais tu sais, des pistes pour dire, bien, si vraiment on veut faire en sorte que ça ne devienne plus une barrière, le fait d'avoir un enfant puis de coacher, t'aurais-tu justement des inspirations à nous suggérer? Écoute, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant puis qui est complexe en soi. Je pense que c'est vraiment pour les organisations d'établir clairement que c'est parfaitement OK pour une femme de partir en congé de maternité, puis vraiment de mettre de l'avant qu'il va y avoir des solutions qui vont être à la hauteur des attentes des athlètes, donc pour remplacer l'entraîneur qui part en maternité, que cette personne-là peut peut-être quand même être impliquée à un niveau où elle se sent confortable de le faire, mais de vraiment mettre un plan de remplacement en place qui va être solide, qui va entourer et supporter les athlètes pendant cette période-là, puis aussi de faire comprendre à notre entraîneur qu'elle peut prendre cette période de repos pour elle, pour sa famille, puis qu'elle va revenir à la même place, dans le même rôle, avec les mêmes responsabilités, avec la même confiance. Ça prend des garanties, là. Exact, exact. Puis ça prend aussi un désir de le communiquer. Oui. De le communiquer aux athlètes, aux entraîneurs, au staff qui supporte cet entraîneur-là. Donc, des plans précis en place. Puis après, l'élément dont je parlais, d'avoir cette ouverture-là, que mon entraîneur qui est devenu maman, bien, ça ne sera pas toujours parfait. Des fois, il va y avoir des changements, des fois, il va y avoir des absences. Est-ce qu'on peut aider aussi avec, parfois, la garde des enfants lorsqu'il y a les matchs, lorsqu'il y a les compétitions? Parce que pour nous, c'est un casse-tête incroyable de toujours trouver des personnes pour nous aider avec nos filles pendant la saison. Mais hors saison, on a beaucoup plus de flexibilité. Tu sais, par exemple, présentement, c'est une période un peu plus morte. Donc, nos filles commencent le CPE de Concordia, justement, qui est un autre atout incroyable. Donc, d'avoir le CPE à Concordia, de pouvoir avoir nos filles là avec un personnel qui est absolument incroyable, ça nous donne un sentiment de sécurité incroyable. Mais le week-end, il n'y en a pas de CPE. Donc, il faut trouver des alternatives pour ça. Donc, est-ce qu'on peut aider nos jeunes entraîneurs qui sont mamans lorsqu'elles doivent partir en compétition à les aider avec
la garde des enfants. Parce que souvent, le conjoint et la conjointe va aussi travailler à temps plein. Donc, c'est difficile de vraiment concilier les deux. D'ailleurs, moi, je comprends toujours pas comment ça se fait que dans des compétitions sportives, mettons, j'organise un tournoi, comment c'est pas systématique qu'il y ait un service de garde. Je comprends pas ça. Oui, mais tu sais, je vais te dire, là, je comprends ce que tu dis, là, mais je me mets toujours dans la peau là, des mononcles qui nous écoutent, là. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, mais ça vient de toi, fait que c'est pas moi. C'est pas pire, hein? Mais tu sais, c'est ça. Là, ils ça. t'écoutent, Caroline, puis ils vous écoutent. Là, c'est compliqué. On a de la misère à avoir des bénévoles, on arrache, on n'a pas d'argent, puis vous demandez tout ça. Là, je fais l'avocat du diable. J'essaie de brasser. Parce que j'imagine que tu as côtoyé des organisations qui n'ont pas tout à fait la même mentalité que Concordia. Ça semble être un très bon exemple, Concordia, et bravo. Ça serait peut-être pas possible ailleurs, ou ça serait plus difficile à faire accepter. Là, tu connais sans doute des organisations qui n'auraient pas joué le même rôle, peut-être. Bien, absolument. Puis je pense que c'est pour ça qu'on doit en parler, puis qu'on doit parler de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait de bien. Puis, tu sais, pour moi, il y a vraiment une cause à effet à le support qu'on a à Concordia, puis la victoire de notre équipe au niveau RSEQ provincial et au niveau national pour la première fois en 23 ans. Ouais. Donc, j'espère que ça va inciter les autres institutions à mettre de l'avant que les ressources qui sont autour de l'équipe en leadership, en coaching, ont vraiment un impact sur le résultat, sur le recrutement qui n'arrête jamais. Tu sais, on est toujours en période de recrutement. On pense toujours, là, on pense à 2023, 2024. On est en train de parler à des jeunes athlètes, essayer de les convaincre de joindre notre équipe. Mais c'est certain que ça part par le leadership, par les directeurs athlétiques, par les gens qui gèrent le côté athlétique dans les universités, dans les cégeps, de vouloir mettre de l'avant des entraîneurs qui sont passionnés, qui ont un désir de s'améliorer aussi. Si je pense qu'il y a un domaine où tu dois toujours être à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles choses qui sont enseignées, c'est bien ça. Oui. Mais tu sais, dernièrement, vous avez probablement vu ce qui est arrivé au Cégep Saint-Laurent. Pour moi, c'est absolument inacceptable. On a un programme de hockey masculin D1 qui est absolument dominant avec justement Ève Gascon, qui est la gardienne de cette équipe-là. On commence un programme D2 qui est aussi fort. Mais on veut éliminer l'équipe féminine. On l'avait éliminé, en fait. Absolument. Là, on l'a ramené, mais écoute, ça a pris... Et on l'a ramené pourquoi? Parce que les joueuses s'en sont révoltées, parce que les joueuses en ont parlé, parce que plusieurs personnalités publiques ont parlé, ont crié que c'était injuste, que c'était inacceptable. Donc, pour moi, je veux éviter que ça se passe, parce que le sport, tout sport confondu, ne rapporte pas d'argent aux institutions. C'est un investissement qu'on fait dans nos étudiants, dans nos étudiantes, qu'elles vont contribuer à la vie au niveau scolaire, qui vont faire rayonner nos institutions, puis qu'on sait l'apport des athlètes au niveau professionnel. On sait que ça devient des personnes, des leaders incroyables dans le monde des affaires, dans tous les domaines, parce que c'est des gens qui sont performants, qui veulent avoir des missions, des objectifs, qui veulent travailler en équipe. Donc, d'engager des athlètes pour les entreprises, c'est gagnant. Oui, on en a parlé souvent. D'ailleurs, 80%, je pense, des grandes dames, des grandes entreprises américaines ont fait un sport dans leur vie. Mais ça, quand tu parlais de Saint-Laurent, tout ça, puis l'avenir du hockey féminin, c'est dans le balado qui va suivre. Oui. On va en parler plus abondamment. Mais j'ai une question, moi. Caroline Ouellette, là, qui remporte, avec son équipe, avec Julie Chou, le titre universitaire, pourrait être appelé à peut-être obtenir un poste encore plus prestigieux, équipe nationale. Toi, là, maman double maman d'enfants de 2 et 4 ans, c'est-tu quelque chose qui est possible pour toi? Bien, c'est sûr que j'aurais eu l'opportunité l'année dernière avec l'équipe canadienne. J'ai été d'ailleurs entraîneur adjoint à un championnat du monde, à deux championnats du monde dans les dernières années. Okay. Puis c'est sûr que la directrice générale, Gina Kingsbury, avec qui j'ai joué pendant plusieurs années, m'avait offert un poste avec l'équipe. Mais avec l'âge de nos enfants, puis le fait que j'allais justement commencer à temps plein pour la première fois à Concordia, c'était vraiment pas le bon moment. On en a parlé. Julie me supportait entièrement là-dedans. Mais on a vraiment choisi que c'était peut-être pas le bon moment présentement, mais c'est certain que ça fait partie de mes aspirations. D'être entraîneur de l'équipe canadienne féminine, c'est mon rêve. Je veux travailler dans le hockey féminin, dans le sport qui m'a tout apporté. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une conciliation énorme avec Julie, mais avec Concordia aussi, avec mon directeur athlétique qui doit me donner cette flexibilité-là de partir quelques semaines dans l'année pour être avec l'équipe canadienne. Donc, c'est mes aspirations professionnelles
personnelles, mais je sais que Julie aussi a les mêmes, donc on va devoir se compléter là-dedans. Oui. C'est certain que pour la survie de notre relation, on va essayer de ne pas coacher dans les mêmes Jeux olympiques. Ce serait important de garder ça en tête. Avec toi, qui est canadienne, hein? Pourquoi pas? Ah, ben ça serait merveilleux. Je pense pas que je vais réussir à la convaincre. D'ailleurs, hier, on regardait le championnat du monde des moins de 18 ans, puis moi, je criais pour le Canada, puis elle pour les États-Unis. Ça devait être beau à la maison. Oui. Il faut savoir que les juniors canadiennes ont remporté la victoire et le balado est enregistré le lendemain, là, ce que vous entendez présentement. Mais ça reste justement... ça reste quelque chose qu'il faut toujours comprendre que pour une maman, c'est toujours un choix plus difficile. Si un homme remportait le championnat universitaire, mettons le coach de Trois-Rivières, mettons, puis on lui offrirait un poste, je pense qu'on n'aurait pas le même enjeu. Oui, hein. Puis pour ce point-là, je trouve que on est toujours déchiré entre le désir d'être une bonne mère, puis de remplir ces responsabilités-là, puis d'être avec nos enfants qu'on adore plus que tout, puis aussi de vouloir poursuivre nos aspirations professionnelles qui nous passionnent. Tu sais, quand je suis avec l'équipe canadienne, je m'ennuie terriblement, mais j'adore ça. Tu sais, c'est les plus beaux jours de ma vie d'être entourée des meilleurs athlètes, des meilleurs entraîneurs. Puis tu sais, j'adore ce que j'apprends. Je reviens à Montréal, puis je l'enseigne à mes joueuses à Concordia. Puis je veux les aider là-dedans. Donc, je reviens ressourcée, je reviens avec des nouvelles connaissances. Mais tu es toujours déchirée entre « mais je devrais être avec mes filles présentement. Je manque des moments importants, mais là, je veux aussi poursuivre ça. » Donc, je pense que plusieurs femmes vivent ces déchirements-là, puis c'est définitivement pas facile. En tout cas, ce que je retiens de notre entretien, c'est il y a des solutions, mais ce que j'ai beaucoup senti de la part de Concordia, c'est quand il y a vraiment une intention très claire de la part de la direction. Donc, tu parles du directeur des sports. Donc, quand il y a vraiment cette intention-là qui est appuyée par des ressources concrètes, ça fait une énorme différence. Alors, tu sais, c'est pas toujours en train de demander, puis de toujours essayer de te battre, puis d'essayer de faire comprendre. Donc, pour moi, ce leadership d'en haut-là ressort de façon très, très évidente. Dans ce que tu nous as partagé. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres organisations à dire... Parce que quand on voit plus loin que le bout de son nez, de dire, bon, là, c'est des ressources et tout ça, de dire, bien, tout l'impact que ça a sur ces athlètes-là, d'avoir des modèles, de comprendre, en fait, que oui, les coachs, ils ont le coaching, mais ils ont d'autres choses et que ça peut, pour elles, faire en sorte que, bien là, sais-tu, je les ai vus, puis ça se fait. Fait que moi aussi, je vais devenir coach, puis je sais que je vais pouvoir avoir des enfants, puis oui, il y a des défis, mais ça se fait. Alors, en tout cas, j'espère que pour ceux et celles qui nous écoutent... Caroline a inspiré beaucoup de monde comme athlète, puis comme entraîneur, puis ce qui s'est passé à Concordia cette année, je suis convaincue que ça va faire des petits. Absolument. Puis, tu sais, je pense que souvent, on se bat pour la cause des filles et des femmes dans le sport, entre femmes, mais on a tellement besoin du support des hommes comme toi, Marc. Puis, tu sais, notre directeur athlétique, Darcy Ryan, il y a deux jeunes filles qui sont à l'adolescence maintenant. Est-ce que c'est ça vraiment qui nous aide? Il comprend un peu tout ce qui sont leurs batailles dans leur jeune vie qui vont bientôt commencer dans le milieu du travail. Est-ce que c'est ça qui nous aide? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui aide les hommes à aider les femmes à aller vers l'avant, à aller vers l'équité? Tu sais, je pense que c'est nos plus grands alliés. Ils comprennent un peu tous les défis qu'on a, puis ils veulent améliorer les conditions qu'on a dans le milieu du travail. Mais c'est vraiment le support que je ressens, puis Julie aussi à l'Université Concordia, puis c'est merveilleux. Bien, super. Alors, j'espère que ça va avoir inspiré des gens, parce que nous autres, on est inspirés, absolument. Puis, on va se reparler pour juste le hockey fini. Merci.